Et salut, c'est Tonton Hunter. J'ai bravé encore une fois la météo belge pour me rendre à Liège et notre ami David de Denso qui nous reçoit dans son atelier. Vous voyez déjà toutes les petites merveilles qui nous entourent et il va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour lui l'année dernière, des projets de l'année prochaine et bien sûr tout ce que tu nous as préparé là autour qui a l'air, ma foi, fort alléchant. En gros, je n'ai rien préparé. Rien du tout. Et tu es ici chez moi et chez un luthier qui n'a pas préparé son atelier. Je juste passe un coup de balai quand même pour qu'on puisse marcher. J'avais surtout envie que tu vois la vie en fait d'un atelier de lutherie moderne, puisqu'on n'est plus à l'époque où dans l'inconscient collectif les gens pensent que le luthier il a son gros tablier en cuir, qu'il a j'ai de la barbe mais j'ai pas ma grosse barbe avec mon gros rabot. On est dans un atelier moderne, donc en fait c'est un atelier où je suis tout seul, je travaille tout seul, je fais tout de A à Z tout seul, c'est-à-dire je fais aussi l'accueil, la vente, bien sûr, de mes produits. Et donc ici, c'est la zone où je présente mes projets finis. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, maintenant, il n'y a plus seulement le côté fabrication, comme tu disais, dans l'ère moderne, malheureusement, des fois, même à contre-cœur, pour les artisans ou les artistes, ils sont obligés aussi d'avoir la petite casquette vente, même marketing, des fois, ce qui souvent est un crève-cœur pour beaucoup. Mais bon, à l'heure actuelle, et surtout en Belgique, on en parlait aussi, niveau de taxation, etc., c'est très difficile d'avoir aussi, d'employer quelqu'un en plus, et c'est aussi un peu lâcher une petite main sur son bébé, ce qui est pas toujours non plus très facile. Exact. Alors, comment s'est passée l'année 2024 pour toi? Tu m'as dit que l'histoire de Denso, déjà, ça commence à remonter un petit peu. On est à plus de 10 ans, c'est ça? Ouais, on est à plus de 10 ans, en fait. Le Denso, au début, c'est pas Denso, c'est d'abord David qui fait des guitares, pour s'amuser, qui ne fait pas au début des guitares, qui assemble des guitares. Mais ça remonte encore à plus longtemps que ça, Denso, si tu veux. J'ai toujours aimé le côté manuel, travailler dans le bois, et déjà à l'école, on dit en Belgique secondaire, donc entre 13 et 15-16 ans, même jusqu'à 18 ans le secondaire, tu découvres un petit peu dans les matières générales, les matières, le bois, le métal, tout ça. Et dans mon école, qui était l'Athénée de Montonier, par la cité, moi j'avais fait du métal. On avait réussi à faire des poppers partout pour ouvrir le cadenas des casiers, c'était très intéressant. C'était drôle, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis on avait le bois, et là ça m'a quand même un peu titillé. Je me suis dit tiens, ça me plaît quand même pas mal. Ça a été la première chose. Ouais, le bois. Et puis donc tu grandis et t'arrives en troisième secondaire où tu dois choisir un petit peu vers quoi tu veux t'orienter. L'école dans laquelle j'étais, c'était une école qui était plutôt de gestion, d'économie, de sciences sociales. D'accord. Et là ça n'a pas été. Je me suis dit tiens, peut-être que le moment vu que j'étais en train de rater mon année, où j'étais en train de devenir un élève plus vraiment très intéressé, le moment de bifurquer vers autre chose, c'est ça. Donc j'ai pris mes affaires et je suis allé dans une école technique où j'ai fait 4, 5, 6 donc il y a des cerises, pardon, menuiserie et bénisterie. Donc les bénisteries, dans l'idée de me dire tiens, moi j'ai pas envie de fabriquer des meubles, j'ai envie de faire travailler dans quelque chose qui me plaît bien, dans le but, en sortie de 6e année, de se dire tiens, je vais peut-être essayer de faire des guitares ou de devenir luthier. Je me renseigne, je vois les écoles en France, je vois les écoles à Crémone, je vois les écoles de violon, le classique. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis j'entends dire qu'une école de lutherie va ouvrir à Namur, à une petite heure de Liège, et je m'inscris, sauf que il y avait pas beaucoup d'inscrits, et donc l'école n'a pas ouvert. Ils ont pas ouvert la classe. Donc rapidement, tant pis, je continue dans ce qui me plaisait bien, la décoration, l'architecture intérieure, et je fais ce qu'on appelle un graduat en Belgique, en bac+3 par exemple, pour la France. N'hésite pas à me corriger. Hein, non, mais ça va pas le temps. Pour la France, c'est de dire tiens, je vais apprendre l'architecture intérieure. Là-dedans, il y a aussi toute la partie technique de bois que j'ai maîtrisé en technique qualification, où j'ai réussi mon diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Et mais je voulais pas travailler en atelier, je voulais travailler en bureau d'études, exactement. Sauf que quand tu sors de ton école d'architecture, on t'a bien gonflé, quand je dis gonflé, on t'a bien rembourré pour dire voilà, vous êtes la relève, l'architecture d'intérieur nouvelle est arrivée, sauf que non, en fait, tu te retrouves ta tronche dans un magasin où tu vends des choses, en fait, comme des cuisines. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu des cuisines françaises,
je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de la pub, ne le mérite pas. Très bonne qualité, hein, ceci dit, hein. Mais bon, on va pas commencer à déballer. Il y avait déjà du bois, il y avait déjà quand même C'était pas du bois, c'était de l'aglo, quoi. Ouais. Il y avait un peu donc de bois. il y avait plus cet amour de la première étincelle qui t'avait donné envie d'aller creuser dans ce domaine. Par contre, ce qui est très chouette et qui m'a vraiment plu, c'est le côté commercial. D'accord. Et Donc le ça, contact avec les gens, ou ouais. le fait de faire les commandes, de faire sur mesure, etc. C'est pas du vrai sur mesure. On sait bien, la cuisine, ce sont des blocs que tu assembles, puis les plans de travail sont faits sur mesure. Mais par contre, ce qui me plaisait bien, c'était le relationnel. D'accord. Et j'ai découvert une part de moi que je ne connaissais pas, c'est-à-dire le côté vendeur, de vendre et de se vendre en fait. Ce qui est une chose, tu sais bien que pour les artisans, c'est toujours galère de se vendre. Arriver à donner confiance pour que la personne ait envie de faire ce petit bout de chemin avec toi. Exact. Et en fait, j'étais pas trop mauvais dans la vente. J'étais même plutôt bon et un peu gonflé grâce à ces écoles de vente françaises que j'ai fait. L'école de vente, attention, j'ai 48 ans. Je te parle de ça quand j'avais la petite vingtaine. Donc, je travaillé pendant 6 ans pour cette marque de cuisine. Puis ensuite, j'en ai eu plein derrière. Et j'ai switché pour vendre des piscines. Ah, j'étais pas Des cuisines, des piscines, parce que je voulais partir et j'ai pris pour le truc qui me plaisait bien. Et donc, là, je suis devenu responsable magasin d'un magasin de wellness. Donc, de piscine, sauna, hammam, jacuzzi. Créer des demandes, des envies, faire des installations de piscines belles, faire des installations de jacuzzi qui vendent du rêve, des trucs américains, American Spa et tout ça. Ça m'a plu, mais j'ai fait pendant 2 ans et demi avant de quand même comprendre que c'était clairement pas ce que je voulais faire. Ça te donnait pas envie de te lever le matin, quoi. Sur le côté, je créais quand même, je réglais mes guitares, je m'amusais bien, mais j'avais aucune volonté de devenir luthier parce que il fallait passer vers les écoles et les écoles, il y avait pas. On parle de ça il y a 20 ans, plus de 20 ans, et il y a 20 ans, Internet, c'était pas ce qu'on avait aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier sur Internet. Il y a 20 ans, pas. Et donc, je quitte pour rejoindre une société belge qui fait des meubles sur mesure, genre, tu sais, l'American Gigolo, le grand dressing, où tu peux imaginer des trucs très sur mesure, des machins comme ça. C'était ça, en fait, c'était les dressings américains. Je suis très dans l'américain. Hein, ça me va. J'ai quitté la France pour vendre des jacuzzis américains, des piscines américaines, et maintenant je switch pour vendre du rêve au niveau aménagement sur mesure. Alors jamais en atelier, toujours en bureau d'études, toujours en magasin. Et pendant 8 ans et demi, j'ai évolué pour finir comme responsable magasin de 2 gros magasins liégeois où j'avais 4 architectes d'intérieur, où on gérait des menuisiers, où on gérait des ressources humaines, et je l'ai fait en devenant la tête entre guillemets pensante des magasins liégeois. Et puis voilà, grave nouvelle, pardon, on apprend que mon papa est malade, et puis on sait que c'est un cancer et que c'est déjà presque trop tard. Mon papa a quitté ma maman quand j'avais 4 ans. J'ai jamais été très proche de lui. Je me suis dit, tiens, voilà, il va peut-être partir. Ce que je vais faire, c'est, je vais me rapprocher de lui en l'aidant le plus possible dans ses déplacements, à la mesure de ce que je pouvais faire. Donc, en Belgique, il faut savoir que, donc c'était un cancer, hein. En Belgique, il faut savoir que lorsque tu as une personne dans ta famille qui est malade, tu peux prendre une pause carrière, qu'on appelle pour assistance médicale. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai pris mon salaire à 4/5. J'ai réduit la voilure et puis je me suis rapproché de mon papa le plus possible, sachant que c'était quand même très compliqué, une relation qui n'existe pas, il faut la créer, tout ça. Il est parti, je ne regrette pas d'avoir pris cette décision. Ouais, t'as fait ce que t'allais faire. Voilà, tout à fait. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de positif. Et puis, quand il a fait recommencer, j'ai pris une vraiment conscience du fait que la vie, en fait, c'était pas ce que je faisais avant. C'est-à-dire, c'était pas gérer des architectes d'intérieur compliqués, de gérer des litiges, avoir sur le dos constamment un patron qui te dit, ou un responsable marketing qui te dit, il faut vendre. Pourquoi est-ce que tu ne vends pas? Pourquoi est-ce que cette année-ci, tu fais 2 millions d'euros de placards? Et que l'année passée, tu as fait 2 millions 100 000. Il y a 100 000, où est-ce qu'ils sont? Et peut-être sur devoir rendre des comptes. Exactement. Et en fait, j'ai envoyé tout. Pété, hein. Ouais, j'ai envoyé tout chier, pour rester poli, et j'ai décidé de devenir luthier. Et donc, comment on décide de devenir luthier? D'abord, c'est pas une décision qu'on prend à 20 ans. C'est pas parce que c'est pas. En tout cas, pas à cette époque-là. Non, c'est pas rentable. Même à cette époque-ci, je pense pas que quand tu sors de l'école, que tu as 23, 24 ans, où tu sais que tu as des gros investissements à faire, où tu as une maison à acheter, peut-être un appartement à payer, etc., ou à louer, c'est pas possible.
Donc à 38 ans, quand ta maison est presque finie d'être payée, tu peux te dire, bah tiens, peut-être que là, on pourrait manger des pâtes pendant 2-3 ans. Et voir si éventuellement il n'y a pas moyen de créer une fonction viable, celle de luthier, dans l'idée que j'ai, quoi. Donc oui, c'est ce qu'on a fait, effectivement, et, enfin c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu un beau salaire, j'ai perdu des tas d'avantages, tout ça. J'avais plus de bagnole, j'avais plus rien en fait, finalement. Mais j'avais ma petite femme qui, lorsqu'elle avait 26 ans, avait besoin d'aide, et j'étais là pour l'aider, pour se réorienter, pour quitter une fonction ou une direction de science, pour aller devenir infirmière. Et donc là j'étais là pour elle, et elle m'a dit bah là je suis là pour toi. Voilà, on voit l'ascenseur. Hein. En gros, le table du living contre la fenêtre, ça c'est ton atelier. Vends les galères. On mange des pâtes. Sauf qu'on mange pas des pâtes. Chez moi, on cuisine bien, et avec peu de choses, on peut faire des bonnes choses. Ça, c'est les côtés siciliens. J'allais dire, c'est le côté italien, voilà. Da Scienzo, d'ailleurs, c'est de là que vient le nom. Si tu te demandes. Oui, justement, ça allait être une de mes questions plus tard. Ouais, juste une parenthèse, Da Scienzo, c'est la contraction, Denzo, c'est la contraction de mon nom de famille, Da Scienzo. D'accord. Voilà. Et donc, c'était il y a 10 ans. J'ai décidé de changer de direction. Mon papa est parti il y a 9 ans. Je pense que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises ces dernières années. Et j'ai aussi l'avantage d'avoir ma maison qui est finie d'être payée depuis quelques années maintenant, et de se dire, bah tiens, je peux commencer à m'amuser en fait. Et je ne veux pas vivre comme un roi, comme un prince, claquer de la thune à gauche à droite, avoir des énormes bagnoles, des trucs tape à l'œil. On va juste avec mon épouse et ma fille qui maintenant a 19 ans, donc il y a 10 ans elle avait 9 ans. On va juste faire de quoi, d'avoir assez pour vivre correctement, avoir à manger et se faire des plaisirs. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé Denzo, en me disant bah tiens, je vais créer ma marque et je vais la créer d'une façon particulière. C'est-à-dire que moi je suis toujours amoureux du produit de Fender, de Leo Fender. Leo Fender, c'est un peu mon dieu. J'avoue que cet ingénieur dingue qui ne jouait pas de la musique, lui, contrairement à moi qui joue de la guitare, bah, il a quand même créé des putains de machines qui sont encore aujourd'hui encore pratiquement inchangées, ouais. Exactement. Et donc je me suis dit je vais m'inspirer d'eux, et pourquoi pas, finalement il y a une règle d'or dans le marketing qui dit il ne faut jamais se priver de copier une bonne idée. Je sais que c'est bizarre, mais avec une certaine déontologie, bien sûr. On peut pas dire bah oui, ok. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais disons que ce que tu aimes quelque part, tu peux le réappliquer dans ce que tu veux faire, et pourquoi pas corriger des défauts. Moi, je suis un grand stratiste invétéré, j'adore les strates. Mais je sais que je suis un musicos aussi, et en quittant mon métier d'acheter de l'intérieur, ben, j'ai pu devenir musicien professionnel aussi, à 38 ans, parce qu'avant je peux pas partir en tournée pendant un an, etc. Ben, j'ai des tas de trucs qui me faisaient chier sur les strates, et très rapidement, des cordes qui se barrent du manche, des pontées qui te lacèrent la main, un anthrax bizarre, ou un trémolo machin qui ne se tient pas, des tas de trucs chiants, en fait, que j'ai voulu corriger pour créer la strat. Ma strat. Voilà, celle qui idéale. Qui compte même. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et assez étonnamment, c'est justement pour l'instant, j'ai une guitare qui est ici. C'est une des premières strates que j'ai fait. Et d'ailleurs, quand je la regarde, je vois qu'elle est clairement pas parfaite. Et si vous voyez qu'elle a un manche neuf, c'est parce que cette strat, ben, elle avait initialement une tête Fender. D'accord. Et je pense que le manche doit traîner quelque part par là dans l'établi. Et c'est intéressant en fait de se dire bah tiens, tu vas tiens, je vais chercher vite fait. Je pense qu'elle est juste là. Ouais. Et voilà. On voit qu'elle a bien, le vernis a bien travaillé. Exactement. Voilà. Écoute, ça c'est son manche. Et tu peux remarquer qu'il y a un truc particulier, c'est ça en fait. Je l'ai déjà vu quelque part, je crois. C'est vrai? C'est quoi cette forme-là? Ouais. Bon, pas du tout quand tu veux parler. Pas vrai, mensonge, faux d'état, mensonge, perroquet, vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. Donc en fait, c'est vrai qu'initialement, voilà, ça c'était son manche. Quelle décision ai-je pris pour pouvoir vendre des guitares style Fender à l'époque Fender, c'est de ne pas s'écarter de ce que les gens aiment, ou du moins ce qu'ils connaissent. Voilà, oui, c'est plus ça. Voilà, parce que ce que tu connais ne te fait pas peur, ce que tu connais pas, ça te fout les Tu choses. te méfies. Et donc en fait, cette guitare, en fait, je l'ai faite comme ceci dans les premières, et regarde, je vois par exemple ici qu'elle a des arêtes très vifs, tu vois. Aujourd'hui, une Strat, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas ça. Mais je l'ai créée avec un bois, si tu remarques, elle est extrêmement légère. Ouais, j'étais même le manche. En me disant bah tiens, je vais créer une guitare très très légère,
belle ou pas belle, ça on s'en fout, c'est pas le concept. Elle a eu 32 plaques différentes, mais surtout comme ça. Et à l'époque, parmi les premières personnes qui m'ont fait confiance, il y avait Giovanni Rizzuto. Et Giovanni Rizzuto, en fait, ce n'est autre que il a été le guitariste de pas mal d'artistes ici en Belgique, et je pense un petit peu pour à l'international, mais surtout c'est le guitariste de The Voice. C'est un des guitaristes qui joue à The Voice, mais c'est aussi à Liège un des guitaristes les plus connus, et je l'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent, c'est vraiment particulier. Et lui, il est arrivé dans mon atelier en faisant régler une de ses Tokai, une Burning, une guitare de chez Fujichen, et il a vu cette guitare-là, et en fait, ce qu'il a dit, c'est quoi cette guitare? Il la décroche du crochet, et hop, elle s'envole tellement qu'elle est légère, parce qu'elle est faite dans un bois extrêmement léger. Et en fait, là, dans l'autre fil en aiguille, je te fais un raccourci, il l'a acheté. À un prix démocratique, parce qu'à l'époque, je vendais pas des guitares au prix que j'ai vendu maintenant. Et pour information, la première guitare que j'ai vendue, c'était 1 000 €. Ce qui était quand même quelque part, parce que t'es déjà, pas mal, pour une guitare, artisanale, c'est pas cher. Ouais. Mais les gens voulaient pas mettre plus à l'époque. Bien sûr. Et surtout, ils ne voulaient pas autre chose qu'une telle Fender. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si des fois on a la volonté de proposer quelque chose de différent, on est obligé aussi de se plier à ce que les gens recherchent et veulent, parce que si on peut faire un truc et partir dans notre idée jusqu'au bout, si tu restes tout seul avec toutes tes guitares que t'as faites et qu'ils en ont. Exact. Et donc j'ai fait des guitares, il m'a fait confiance, on l'a vu partout, ça m'a aussi beaucoup aidé à me faire connaître, en tout cas à faire mon travail, parce que je faisais beaucoup de réglages, je faisais très peu de construction à l'époque, c'est ce qui fait rentrer l'argent tous les jours, ce sont les réglages. Ouais, bien sûr. Et l'un dans l'autre, en fait, j'ai fait des tas de guitares avec des têtes Fender, pardon. Et puis un jour, j'ai reçu une petite lettre. Cease and desist. Coucou. Il y a de la monnaie à rendre. C'est nous. Quelque part, c'est la reconnaissance de maintenant, c'est qui tu es. Oui. Alors, on a remarqué que vous utilisez la tête Fender. Sachez que ça ne nous pose pas de problème, mais que pour ça, il nous faut une licence minimum. Ouais. Ou que ce soit pas des manches que vous fabriquez, qui ont déjà une licence, en fait. D'accord, des licences, tu les connais. Warmot, par exemple, c'est une licence. All Parts, ce sont des licences et tout ça. Donc, ce sont des manches qui ont des têtes Fender parce qu'ils sont licenciés. Et donc, ça, c'était il y a 6 ans. Ben, j'ai dû changer la tête de ma guitare. Et finalement, c'était le petit coup de boost qui te dit, allez, tu y pensais, bon, bah, maintenant, t'as une bonne raison de le faire. Eh ben, en tout cas, y a rien de plus ingrat, en fait, à 2 mètres de la guitare que tu fabriquais, que j'en dis, bah, c'est une Fender. Ouais, parce que toi, t'as passé, je sais pas combien de temps et... Ouais, c'est moche, quoi. Donc, faire de la copie, d'accord. Et finalement, bah, tu remarques qu'il y a plein de marques qui copient, même des grandes marques maintenant. Johnson fait des guitares style Stratocaster. PRS, quand même, commence à copier, sur la Silver Sky, etc. Style Fender, tout ça, mais eux, ça va encore, ils ont essayé un peu de réorganiser leur truc, mais il y a plein de marques qui font des copies comme moi je fais avec leur tête, et Johnson, c'est une des plus flagrantes, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de dessiner une tête de guitare? Pas grand chose, en fait. Et puis, j'ai l'impression que il y a jamais entre les deux. Souvent, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Une tête de guitare, en fait, t'as vraiment pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de place pour t'exprimer, finalement. Non. Donc, c'est dur de... C'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, en fait, j'ai fait redescendre cette guitare-là. C'est une guitare à moi, c'est une guitare qui a quelques années déjà, pour te montrer qu'elle a évolué. Parce qu'au départ, on fait des dessins, et moi, d'ailleurs, je suis dessinateur, donc je fais des dessins, et ça me semble bien. Mais c'est très, très compliqué de faire une tête de guitare qui est belle en vrai, mais qui est belle aussi à l'image. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Tu peux avoir l'impression en vrai qu'une tête de guitare est belle, que tu la vois à l'image, elle est trop grosse. Pareil, ouais. Et donc, en changeant la tête de ma guitare, qu'est-ce que je faisais? Je me tirais quelque part une balle dans le pied, parce que là où je commence à fidéliser des clients en disant, bah tiens, il y a un luthier qui fait des copies parfaites de Fender, tête Fender, bah il fait ben les gens se disent, bah j'aime pas la tête, parce que en fait, c'est pas qu'ils n'aiment pas la tête. Oui, c'est qu'ils ils ont été tellement drillés par cette tête Fender qu'aujourd'hui. Et puis s'ils veulent une copie Fender, c'est pour rester dans le moule quelque part. Ouais. Donc les têtes Fender, c'est une chose que les gens connaissent bien, mais créer ta tête à toi-même et avoir cette reconnaissance de ta marque et de ton produit, de ton modèle, c'est un autre point positif. Donc en perdant la tête Fender, je perds des clients, clairement. En créant ma tête, j'en gagne des nouveaux. Parce que je vais essayer de fidéliser un nouveau produit, essayer de communiquer, essayer de montrer tout ça. Et la question, quid à la revente d'une guitare qui n'a pas une tête Fender, on quitte en fait, même si ça n'en est pas une, le monde des partcasters, qui peuvent être des guitares exceptionnelles, assemblées avec des produits de très bonne qualité, très chers, mais qui dans l'inconscient collectif vont rester des guitares de meilleur marché. En dessous, oui, bien sûr.
alors que tu sais bien que si t'achètes un manche Warmoth ou All Parts haut de gamme, un body de qualité, je sais pas, Warmoth fait des body aussi. Il n'y a pas de raison que... Non, t'as déjà pour 1000 balles. Ah oui, bon, un manche même bien. ça. Et en plus, je crois que Warmoth, il y a aussi le shop en Angleterre, là, avec les nouvelles taxes, etc. Exact. Déjà l'Amérique, puisque maintenant, avec l'arrivée de l'agent orange, on va se faire défoncer encore une fois. Donc bref, en fait, faire comprendre aux gens que mes guitares artisanales sont bien, voire mieux que ce qu'on trouve dans le standard en Amérique chez Fender. Leur taper sur le clou constamment, c'est dans le marketing, c'est-à-dire montrer, faire écouter, montrer, faire écouter, aller chercher les gens. Ben c'est ce que j'ai fait pendant et que je fais toujours depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, juste pour l'info, la décote des guitares, elle doit être prise de façon différente. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une guitare de luthier pour la revendre. Ben oui. Et si tu la revends, c'est ce que je dis toujours à mes clients, t'as plutôt intérêt à la vendre à ton luthier. Parce que un luthier qui marche ou qui en tout cas est en voie de développement, on sait qu'à un moment, comme c'est un peu mon cas aujourd'hui, t'arrives un peu à essoufflement de ton temps, c'est-à-dire que les délais s'allongent. Ouais. On sait bien que pour toutes les success stories, même en France, on en connaît pour les amplis, etc., les délais peuvent être très très longs. En Belgique, c'est pareil. Moi, j'ai un délai qui est un petit peu long parce que je travaille tout seul. Ouais. Donc, quelque part, la vente d'occasion, ça permet d'avoir une guitare de dispo plus vite. Exactement. Et puis, tu peux faire 2-3 modifs. Mais même sans faire de modifs dans l'absolu, quoi. Parce que une guitare qui a été vendue à l'époque 1000 €, c'est plus jouable aujourd'hui. Mes guitares, elles se situent entre 2005 et il y a des basses qui peuvent se vendre 4000 €, mais pas pour une question, parce que c'est un instrument incroyable, parce que c'est des bois très chers, etc. C'est un instrument incroyable, hein. Oui. Entendons-nous bien. Mais ça, c'est vraiment, la décote, en tout cas. On sait qu'on a une perte, mais on a une perte qui est moindre par rapport à une Fender. Et puis t'as un instrument qui est fait pour toi. C'est aussi différent et c'est aussi tout l'intérêt d'aller voir un luthier. Si c'est pour, en fait, c'est le raisonnement que j'ai du mal à comprendre, c'est que si tu veux une copie de quelque chose qui existe, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, l'idée, c'est comme si tu veux te faire un costume sur mesure. Tu dis, moi, je voudrais telle couleur, je voudrais comme ça, et puis je voudrais tel truc, voilà. Pour moi, c'est ça, l'idée d'aller chez un luthier, c'est justement déjà d'avoir le contact, d'avoir peut-être les conseils dont t'as besoin, parce que, comme tu disais, des fois, on se persuade d'un truc parce qu'on l'a toujours vu comme ça, et en fait, objectivement, c'est pas ça qu'il nous faut. Mais on le sait pas encore, et avoir quelqu'un qui s'y connaît pour du vrai, qui sait ce qu'il fait, normalement, ce qui est pas toujours le cas, mais bon. Non, c'est clair. Si tu vas chez un bon luthier, normalement, il doit être capable de dire, bon, ça, c'est ce que tu m'as demandé. Moi, à ta place, ça peut-être que ça se saperait bien. Tu m'as dit que c'était pour faire tel style, peut-être que ça, ce serait mieux pour toi. Peut-être justement pouvoir essayer quelque chose au shop, etc. Ah bah oui, finalement, tu vois, je pensais que ce bois-là, ça allait pas m'aller. En fait, j'aime bien la rondeur que ça rend, etc. Exactement. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est la proximité, c'est le contact. Et puis, donc, je me rapproche un peu. Le contact, je veux du contact. Et c'est aussi l'après-vente, tout bêtement. Ouais, bien sûr. Je veux dire, on parle quand même de sa vie, c'est une guitare, c'est du bois. Des fois, ça peut bouger. Même, t'es bien placé pour savoir que des fois, un petit réglage, ça fait pas de mal. Justement, je vais introduire une notion supplémentaire à l'équation. Tu viens pour des conseils et moi, j'ai un gros avantage par rapport aux autres et on en a déjà discuté hors caméra. Moi, je suis guitariste. Ouais. Et je suis guitariste pratiquant, c'est-à-dire que je fais toujours des scènes, je fais entre 50 et 70 concerts par an. À mon niveau, ça me paraît déjà très très bien. Ça fait plus de concerts par semaine, ce qui est très bien. Et donc je suis constamment sur scène et en plus de ça, ça m'arrive très souvent de préparer une guitare pour un client et puis l'emmener sur une date. D'accord. Pour la tester dans les conditions du réel. Ouais, et ça je pense que c'est un truc qui est vraiment... ça arrive jamais, presque. Non. Et déjà en le disant, j'ai un sourire niais parce que je me dis bah oui. Si moi j'avais été client, ok, j'aurais acheté ma belle Gibson à Murphy Lab, même pas une belle Gibson sans coup parce que les coups, le reliquage, on va en parler après. Et je la donne à un guitariste qui va faire des coups de dents pour l'essayer, mais ça m'intéresse pas. Mais sauf que moi mon délire c'est pas ça, tu vois. On sait bien que je suis pas des guitares non reliques, c'est des guitares reliques principalement. Mais par contre, c'est cette mise au point, c'est-à-dire que la relation qu'on va avoir, c'est une relation, tu vas parler à quelqu'un qui sait de quoi tu parles, qui comprend ce que tu lui expliques.
Et bizarrement, on peut dire, oui, ok, Léo Fender ne savait pas jouer de la guitare, c'est vrai, par contre, il était entouré d'une équipe de bâtards, de musicos, voilà. Donc, lui, son but, c'était de développer de façon, de l'ingénierie de chaque élément d'une guitare. Moi, l'ingénierie, bah oui, je la développe parce que c'est naturel, mais ce que je développe aussi, c'est le mojo. Et les gens me disent toujours, putain, des guitares, elles ont quelque chose en plus, on sait pas quoi, mais elles ont quelque chose qui fait que... C'est la sauce secrète. J'en sais rien. C'est l'agent secret. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe quand on les prend, on sent que il y a de la vie, il y a du mojo. I've lost my mojo. I have his mojo. Et ça, le mojo, ça crée tout le temps. Je dis pas Mojo Factory ici, j'en sais rien. Mojo Custom. Mais oui, Denso Mojo Custom Guitar. Mais en tout cas, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'assemble des guitares, quand j'arrive au processus final où j'ai mon manche et mon corps, où c'est un mariage, c'est un assemblage qui se passe, où je mets les cordes et tout ça, ben, quand je la joue au départ, il se passe pas grand chose, bizarrement. Je trouve qu'elle sonne ok, mais je les joue toutes au moins une bonne heure avant de commencer les réglages fins, entre guillemets. Et pendant cette heure, en fait, j'ai l'impression d'être Dr. Frankenstein. Et je la donne vie. Et je te jure que j'ai des poils. Et moi-même, ça commence à me dépasser parce que, oui, j'assemble, je serre des vis, je mets des cordes, elle joue, je l'accorde et tout, elle est pas parfaite, hein. Je m'assois, en fait, devant mes amplis, et je la joue pendant 1 heure. Et après 1 heure, il y a un truc qui s'allume, en fait. Ça y est, c'est bon. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Je sais pas quelle est la part du mysticisme ou de quoi, j'en sais rien. Mais je ne livre jamais une guitare que je viens de terminer. J'aime bien la garder quelques jours pour la jouer. Et en fait, je la joue beaucoup pour vraiment la voir en moi, vraiment saisir quels sont ces petits défauts à corriger, quels sont ces petits réglages encore à apporter, pour qu'elle soit à mon image, dans mon idée parfaite pour les clients à qui je vais la livrer. Voilà, donc ça c'est particulier. Donc ouais, en tout cas ça fait maintenant 10 ans que je fais ces grattes et que ça plaît, ça décolle bien. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? C'était la question initiale. Vous avez fait une digression incroyable. Non mais ça tombe bien, on est allé sur des sujets que je voulais aborder. Bon, je t'ai fait une rétrospective. Alors, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais des guitares, je crée entre 15 et 25 guitares par an, ce qui n'est pas énorme à proprement parler, mais on peut se dire que c'est plus de 2 guitares par mois dans l'absolu, mais je ne fais jamais une guitare à la fois, de A à Z. Oui. Tu sais que, on en a parlé, je travaille avec des peintures nitrocellulosiques, et que les peintures nitrocellulosiques, elles n'ont pas de durcisseur, ce qui fait qu'elles sont très fines, ça c'est vraiment très chouette, mais ce qui est merdique, c'est que ça sèche pas vite. Ça sèche longtemps. Et pour faire des finishes qui ressemblent... Moi j'ai toujours une belle image pour mes guitares, j'ai envie qu'elles ressemblent à des sucettes dans une vitrine, on a envie de les lécher. En les regardant, qu'elles te donnent envie. Celle-là avec les paillettes, c'est vraiment l'image parfaite, quoi. T'as envie de les lécher. En fait, le truc c'est que pour que tu aies envie de jouer une guitare, il faut qu'elle t'attire, quoi. C'est comme une relation avec une personne, s'il faut qu'elle t'attire pour te mettre avec elle. Bon, moi, ici, c'est clair que on a des peintures nitro, elles sont très belles, mais elles sèchent lentement. Un séchage nitro complet pour faire un beau reliquage, ça peut prendre jusque 6 mois. Ah ouais. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que... Alors, justement, on peut parler je vais l'attraper sans tout péter, de cette guitare paillette. Je monte le dos parce qu'il est vraiment incroyable. Là, on a de la grosse paillette. La peinture nitrocellulosique, en fait, elle a un gros défaut, c'est que elle va avoir tendance à sécher en se rétractant. Et finalement, tes paillettes, qui sont des particules de plastique brillantes, elles vont commencer à devenir un peu crépies. Tu vois ce que c'est, du crépi? Hein, c'est cette peinture très très granuleuse. Et le but, en fait, c'est d'encapsuler ces paillettes dans un vernis qui peut toucher ici au toucher et lisse au final. Ça veut dire que c'est une couche de vernis par semaine pendant 25 semaines. Donc, elle a reçu une couche de vernis, une belle couche de vernis, avec un léger ponçage en, mais pas trop si tu rentres dans les paillettes. Ponçage à l'eau, ponçage à l'eau, oui, c'est un ponçage très très fin. Pour arriver à ce finish là où tu as cette paillette et puis cette craquelure quand même qui est incroyable. Alors, c'est fou la régularité. Des craquelures? Ouais. Bah, c'est juste un phénomène physique en fait. Ça, je vais pas m'étaler trop dedans, mais c'est un concept. Ici, la guitare n'est pas relique, elle est juste craquelée. C'est que dans le reliquage, il y a plusieurs stades. Ah, puis ta petite plaque perso, ça on en avait déjà discuté la première fois, on s'est rencontrés au salon Palf.
Moi, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si c'est souvent un truc qui est délicieux, genre, il fallait une plaque, j'ai foutu une plaque. Et tu vas voir ça, je vais t'en parler après, c'est plus complexe que ça. Quand sachant qu'il nous faut, je disais, facilement, 6 mois de séchage pour certains vernis, bah, tu peux pas en faire une à la fois si on t'attend qu'elle sèche. Et il dit, ok, bah, cette année, j'en ai fait elle est deux. sèche, oui, une et demie, deux. Donc le but, c'est d'en faire plusieurs de front, donc, d'avoir des corps qui sèchent, tout ça. Alors, quand les gens me commandent une guitare, ils peuvent encore me commander pour l'instant, ça va peut-être pas forcément durer une guitare custom de 100%, c'est-à-dire ils vont choisir les détails. Mais, je fais toujours, quand je découpe un corps, j'en fais toujours un pour moi en plus, que je décide de peindre comme moi je veux et que je garde en stock. Parce que pour ce genre de finish-là, il y a du délai. Et puis il y a des gens qui sont pressés des fois. Donc j'ai toujours aussi une sélection de corps qui sont prêts ou pas loin d'être prêts à être assemblés avec un manche et terminés. Donc t'as un endroit chez toi où tu fais sécher tes saucissons et où t'as tes vernis nitro qui sèchent. Exactement. Sauf que la nitro c'est une crasse. Oui, en plus, oui, ça doit. C'est une crasse pour les voies respiratoires et donc il faut que ce soit vraiment sec pour arriver ici. Donc ouais, j'ai quand même pas mal je travaille avec beaucoup de produits qui sont très toxiques. Alors, dans le développement, en fait, pour le 2025, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, j'ai eu l'occasion de faire des salons avec mon ami Benjamin Jonot, des amplis AMS, qui est tu le connais? Oui, bah, du coup, vous l'avez vu sur la chaîne il y a pas longtemps et vous le reverrez encore régulièrement, je pense. Bon, c'est un ami, quand même de longue date, je pense qu'on se connaît depuis, je dirais entre 10 et 15 ans. Je dirais 13 ans. Au départ, pour la petite histoire, petite parenthèse, au départ, j'allais juste chez lui pour faire réparer un ampli, etc. J'ai vu ses amplis, je les ai essayés, je les ai eu après, j'aimais pas. Il va me détester, même. C'est tout. J'aimais pas. Il a progressé jusqu'à temps que tu aimes, c'est une belle preuve d'amitié. J'aimais pas, donc juste pour info, c'est lui qui m'a emmené sur le premier salon de ma vie, en tant que luthier, sans être vraiment présent parce que j'allais pour AMS et pas pour Denso. Et comme il prend quand même d'autres guitares pour essayer les amplis. C'est comme ça que je suis arrivé. La petite parenthèse avec Benjamin Jonot, ça fait effectivement plus de 10 ans qu'on se connaît maintenant, et que j'ai eu l'occasion d'essayer ces amplis que j'aimais pas, que j'ai eu en prêt que j'aimais pas forcément, que je trouvais bien fait. J'étais impressionné par le fait du gars tout seul dans son petit cagier, parce que lui, littéralement, il y avait un truc de 1m30 par 3 mètres, tu vois, un truc genre... Harry Potter se sont sous l'escalier. Je crois qu'il a un petit peu grandi aujourd'hui, mais il n'est quand même pas non plus encore déjà dans un truc genre un immeuble, appartement, quoi. Et donc, je me suis pris de sympathie pour ce gars qui m'impressionnait parce que c'était un gars qui savait exactement de quoi il parlait. Et ça, moi, en tant que technicien, ça t'a parlé. Là, en tant que tool geek, parce que j'adore les outils, j'achète des outils depuis le début de ma vie de jeune adulte. J'adorais comme il me parlait, je voyais bien que savait de quoi il parlait, même s'il était très baqué, que c'était un gros ours dans sa caverne. Absolument pas commerçant pour un bal, n'aimait pas les gens, d'ailleurs il n'aime toujours pas les gens. Il a pris beaucoup sur lui. Il a beaucoup évolué, beaucoup grandi à ce niveau-là. Et c'est lui qui m'a emmené sur les premiers salons, qui était de mémoire le Guitar Village Fest, le salon Guitar Village en mai l'année passée, donc c'est assez récent. Et donc en faisant ce salon-là, j'ai découvert qu'en fait j'aimais vraiment bien ça, qu'on était dans la marmite en ébullition avec tous les concurrents et tous les amis, etc. Et que quelque part c'était très agréable de jouer des coudes gentiment entre guillemets. Et donc il m'a embarqué sur ce salon et j'ai complètement mordu à la part. J'ai rencontré des tas d'artisans, des tas d'artistes meilleurs les uns que les autres, hors du commun, mais tous différents de ce que je faisais. Et quelque part, et je pense comme Benjamin aussi, ça nous a permis de nous évaluer, de nous jauger. Ouais, de voir où tu te situais. Ouais. Alors qu'en fait, moi je pensais que j'étais pas une merde, mais je me disais bon, elles sont bien dans la guitare. Ouais. Elles sont bien, mais le but c'est pas forcément d'aller en mettre en France par exemple, tu vois, c'est d'abord de servir le marché local. Ce que j'ai fait pendant 10 ans, et même si tout le monde n'a pas une Denso, quand même beaucoup de monde qui ont une Denso. Pas encore. Mais mon but c'est pas que les gens aient tous des Denso non plus. J'ai pas envie de devenir l'esclave de mon métier. Ouais. J'ai envie de... Comme tu dis, si t'as des scènes régulières, c'est quasiment un concert par semaine et tout, ça doit aussi te prendre... Moi, je veux pouvoir dire à mes clients, l'atelier est fermé pendant 1 mois parce que je peux en tourner. Ouais. Même si ça n'arrivera pas forcément maintenant, mais ça s'est passé l'année passée. Ça s'est passé l'année d'avant. Donc c'est vrai que là, on vient de switcher l'année. Et donc, où j'ai fait une tournée de 1 mois et puis ensuite 2 semaines avec un projet qui faisait du Pink Floyd, tout simplement. Et donc on était sur des magnifiques scènes, on a fait beaucoup de zéniths en France, on a fait le Palais des Congrès à Paris, très très belle scène aussi, 26 mètres d'ouverture, super impressionnant. Ah oui, j'aime bien.
Quand on revient, ça doit calmer. Et donc, pour revenir au salon, en fait, bah oui, mon but en 2025, c'est de faire des salons en France. Ouais. Parce que il y a des chouettes salons qui nous ont vu débarquer Benjamin et moi et qui nous ont redemandé de confirmer notre présence, en fait. Et donc, la première, en fait, c'était une exclusivité, mais on sera présent au Guitar Village Fest de l'année 2025, où là, on aura chacun un stand. D'accord. Alors qu'avant, j'avais juste quelques guitares sur le stand de l'AMS. Et on sera côte à côte. Alors, Benjamin, pour revenir à lui, et je suis très heureux de l'accompagner. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a ses qualités et ses inconvénients, ses défauts, comme moi. Ça peut être un emmerdeur, comme moi. Il a des idées très braquées, comme moi aussi. Mais il n'est pas aussi commerçant que moi. Donc, quelque part, il a vu que le coup de main que je lui donnais à l'époque pour proposer ses amplis dans le salon Guitar Village Fest, c'est vers ça qu'il faut tendre, en fait. Ah ouais. On a décidé qu'on allait s'inscrire au Guitar Summit 2024. On l'a fait, c'était en septembre de l'année passée. Ça a été juste une expérience incroyable. J'ai pas voulu me mettre à côté de lui, parce que je voulais pas que les gens nous marient, et j'ai toujours été un peu... Ouais, c'est à double tranchant. Voilà. Je ne suis pas marié avec AMS. D'accord. Ouais, vous vous entendez bien, t'as un homme et t'as pas que ça. Voilà, je suis pas marié avec AMS. C'est pas de l'exclusivité. Non. Par contre, Benjamin m'a prouvé, en fait, dans les 4 dernières années qui viennent de passer, qu'il avait évolué. Pokémon, là, il a vraiment changé, il a switché, il a vraiment évolué en bien. Et il a réussi, en fait, à tirer mon oreille et mon attention en créant des amplis qui commençaient à me parler. Il parle ton langage, ça y est. En tout cas, ce que je disais à Benjamin était appliqué comme mode dans les amplis que je voulais entendre chez lui. D'accord. Et donc, avant, il faisait beaucoup de custom, beaucoup de choses sur mesure. Et je me suis dit, c'est quand même débile, ce mec, il a quand même un putain de talent. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, en fait, à être connu? Parce que moi, comme qui est un gros communicateur, je parle beaucoup. C'est que j'ai Cécile. Voilà. Et Clément, j'avais déjà de l'avance sur lui, au niveau des followers et de la fanbase, dans l'absolu. Et je me suis dit, bah tiens, ce que je peux peut-être faire pour lui, c'est, pourquoi pas créer un ampli d'Enzo. Mais en n'oubliant pas de mentionner AMS. Oui, voilà. Mais d'Enzo. Un vrai partenariat. Ouais. C'est-à-dire de faire que les gens qui sont de passage à l'atelier, puissent essayer leur guitare d'Enzo, ou leur guitare, parce que je fais aussi du réglage, sur des amplis qui peuvent interloquer. C'est-à-dire qu'ils peuvent, tiens, c'est quoi ce petit ampli qui pèse 6 kilos? Oui, et qui a une projection dans l'enculé. Et donc, pour pas le dire. Et juste derrière toi, en fait, c'est ce modèle-là, c'est le 19. Qui au départ, je voulais pas forcément faire ça, mais j'ai essayé le Hurricane VA que j'adorais, que j'ai eu ici en test contre le mur, là, je le montre, parce que j'ai beaucoup joué, je trouvais vraiment très sympa. Puis je disais, ah ben, mais il y a des choses qui me plaisent pas. Et puis il avait chipoté avec le Hurricane, il avait fait des modes, et ça n'aboutissait jamais. Et puis un jour, il m'a dit, tu peux passer à l'atelier, j'ai un truc à te faire essayer. Je fais quoi, le Hurricane? Non, j'ai tout recommencé, mec. Et là, je suis arrivé, j'ai eu cette petite tête qui était même pas dans une boîte, je l'ai branché, et je l'ai fait bring, et wow! Ça y est, c'est ça. Attends, et quand je fais ça, ça fait, ah ouais, ça fait ça, et quand je fais ça, ah ouais, c'est ça! Et là, il m'a complètement embarqué. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est que, et peut-être que Benjamin t'a déjà dit aussi, c'est que partout où on passe ensemble, j'en dis, putain, le duo, mais il marche à crever. Ouais, clairement. Il marche à crever. Et moi, je suis vraiment très flatté parce que j'aime beaucoup ce que Benjamin fait. J'adore ses amplis roses, rouges, bleus, j'adore. Et je le pousse à aller dans ce sens-là pour se démarquer. Et moi, paillettes, tout ça. Et les paillettes, le rose, le bleu, les sucettes et tout ça, le truc qui donne envie d'être attrapé dans tes bras. Bah ouais, je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment super. Donc 2025, on fait 4 salons. Et en exclusivité, je peux déjà te les annoncer. On va faire le Paris Guitar Festival de Montrouge. On va faire le Guitar Fest de Guitar Village. Ouais. Donc Paris Guitar Festival, c'est au mois de mars. Le Guitar Fest, c'est en mois de mai. On fait le Montreux Guitar Festival, enfin le Montreux International Guitar Show de Montreux, en mois de mai aussi. Et puis on fait 2 nouveaux Guitar Summit. Je trouvais que tes vidéos étaient un peu longues, mais en fait c'est de ma faute, quoi. En fait, c'est toujours ça. Même moi, des fois, je me dis, il faudrait faire des formats plus courts. Mais vu que ce que j'aime bien faire, c'est aller voir des gens qui sont aussi passionnés que moi. Ouais, fatalement, oui, c'est ça. Je te conseille de chapitrer. Ouais, c'est ce que je fais généralement. Après, je commence seulement quand je suis tout seul à arriver à faire des vidéos courtes, parce que même moi, quand je commence à parler, j'ai déjà du mal à me restreindre. Alors quand on est deux, c'est exponentiel. Parce que quelque part, ce qu'on peut me souhaiter, en fait, que je revienne à ta question pour 2025. C'est arriver à me démener pour me démarquer. Ouais.
Parce que depuis maintenant 3 ans, j'essaye que mes guitares ne reçoivent plus forcément des Fender, entre guillemets. Tu parlais de la plaque aussi. Hein. Ouais, et justement, l'histoire des micros par exemple. On sait que... Oui, il faut que tu... Non, pas ceux-là. Mais celui-ci. Ah, ceux-là, si tu veux, je te les montrerai après. Attends, je vais poser cette guitare et t'expliquer un truc. Voilà, celle-là, cette guitare-là, elle a 6 ans. Elle a la tête, mais tu vois qu'elle est plus large en fait ici. Ouais. Et d'ailleurs, elle a un nom fantaisiste. Elle est, tu vois, beaucoup plus large que la télé qu'elle a. C'est la tête a beaucoup évolué dans le temps. Elle est devenue de plus en plus fine parce que là, maintenant que je la vois, moi, elle me choque. Elle te paraît plus. Ouais, ça me paraît pas bien. Par contre, elle a des micros belges que je posais dans mes instruments au départ, entre guillemets, pas au tout départ, parce qu'au départ je travaillais avec les plus classiques, mais quand cette société belge qui s'appelle Heartbreaker Pickups est arrivée, on a parlé, ça me plaisait vraiment bien, j'ai décidé de bosser avec eux. Et j'ai bossé avec eux, j'étais, je pense, sans déconner, le meilleur acheteur de leurs produits, en tout cas en Wallonie, même en Belgique. Parce que je faisais quand même beaucoup de guitares, à chaque fois c'était des sets qui venaient chez eux. Quand j'ai commencé à voir ces micros chez mes concurrents, je me suis dit, bah merde. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Ouais, fais chier. Qu'est-ce que, si les gens se disent, bah tiens, on va faire comme des autres, on va créer des guitares style Fender Relic avec les mêmes micros. Ça me dit, mais il y a un problème, j'aimerais bien me démarquer. Je propose à Heartbreaker de me démarquer, je regarde ce qu'ils me proposent, je regarde les micros, les prix. Vraiment trop cher. Vraiment trop cher. Le but, en fait, c'était de se dire, bah tiens, je vais proposer un truc qui se démarque. Et finalement, je me retrouve quand même avec des micros style Fender classiques. Je contacte un gars qui m'avait déjà été conseillé par un ami luthier, Jos Dominger, Dominger. Oui, que je connais. Dominger, que tu connais bien, qui est un gars Original. Ah, il est génial. Oui, oui. J'espère que c'est un passionné aussi. C'est un pur passionné. Et pour la petite info, ce que j'adore chez lui quand je commande des micros, c'est quand tu ouvres la boîte, ça sent le cigare froid. Ça, tu vois qu'il a bossé, quoi. Donc, Jos Dominger, j'apprécie beaucoup. Et je me dis, tiens, ces micros sont pas très chers. Je me demande quand même, malgré les frais d'importation, ce que ça donnerait. Et en fait, malgré les frais d'importation et les frais de port et l'achat du micro, j'étais moins cher que les Heartbreaker. Que le belge. Je me dis, merde. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Jos, je l'appelle. Jos, écoute, voilà, je voyais qu'on bosse ensemble. Ah, Denzo, ouais, ça fait un moment que je te suis. C'est génial ce que tu fais. Là, on communique parce que lui, il est comme moi, il travaille tout le temps. Il est décrochable. Oui, souvent, moi, à chaque fois que j'ai parlé avec lui, c'était la nuit. Mais génial. Et il me fait, ouais, écoute, il voyait bien que je bobinais un peu les micros, parce que les micros, je commençais à bobiner moi déjà il y a 4-5 ans, mais c'était pas dingue, quoi. C'est un métier, j'ai envie de dire. Oui. Et il me dit, normalement, je travaille pas avec les gens qui bobinent leur micro, mais pour toi, j'ai envie de le faire, quoi. Je fais, ok, Jos, moi, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est avoir une exclusivité. C'est-à-dire qu'en Belgique, tes micros ne sont présents que sur mes guitares de luthier. Tu peux les vendre partout ailleurs si tu veux, mais quand c'est une demande belge, tu nous envoies. C'est-à-dire que je pouvais vendre son produit sur d'autres guitares, mais aussi les avoir sur mes guitares et exclusivement sur mes guitares. Par contre, je ne vendais pas au luthier. Je vendais qu'aux particuliers. Donc, il fallait montrer patte blanche. Il me dit, ok, tu me commandes X nombre de sets par an et je te donne l'exclu. Je lui ai commandé 2 fois X. Direct. Parce qu'il était, il était pas gourmand. Et il fallait pas sortir 10 000 €, quoi. Je lui commande plein de micros, on les installe, on est super ravis, c'est juste génial, quoi. Et pendant ce temps-là, en même temps, j'essaye moi de développer mes micros. Pourquoi? Parce que les micros de Jos sont super, mais à moins d'1 heure de route d'ici, on est en France. On est en Hollande ou on est en Suisse, ou non pas en Suisse, hein. On n'est pas loin entre guillemets. Oui. Et Jos vend en direct aussi. Oui, oui. Donc si tu veux acheter des micros de Minger, dans l'absolu, tu peux les acheter en France et les faire monter sur une guitare même en direct. Donc j'ai décidé de développer mon modèle, ma marque de micro, qui n'est pas vraiment une marque, c'est le micro Denzo, mais que je ne vends pas en aftermarket, que je ne mets que sur mes guitares. Ouais, c'est exclusif. Quoi de plus exclusif comme micro à poser que mes micros? Donc, bobinage, et des machines, j'en ai 4. Pour info, j'ai deux lumineuses manuelles, 2 lumineuses numériques, c'est que marche mieux, c'est manuel, je te cache pas. J'arrive à un résultat qui, pour moi, surpasse ce que Heartbreaker peut proposer et équivaut au moins à ce que Dominger peut proposer. Parce que l'avantage de Dominger par rapport à Heartbreaker, c'est qu'il y avait une gamme de ports. Oui. Il y avait des micros dans tous les sens. Et en plus, même son catalogue, il est pas à jour parce que... Non, il suit pas. Il a fait il crée plus vite que ce qu'il écrit. Oui, c'est ça.
Clairement, bah, son site, ouais, surtout son site, t'as l'impression Ouais, il a 40 ans. Son site, il s'appelle... C'est un site Minitel. Ouais, c'est un site Minitel. Donc, en fait, j'ai voulu me démarquer. Alors, en évoluant encore dans ce démarquage-là, vu que les micros sonnaient bien, je me suis dit, bah tiens, j'ai toujours adoré les micros style Gold Foil. Tu vois ce que c'est? Ouais. Micro style, une guitare des années 60, avec du gold, qui étaient des micros bobinés à partir d'aimants de frigo. J'aime bien le style, j'aime bien le son, c'est pas ce qui me parle. Et je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresserait bien d'essayer de faire, je prends une petite basse, un modèle perso, des micros style Gold Foil, et de leur donner une personnalité, c'est-à-dire de créer encore un truc différent, revenir dans l'idée de Gold Foil, me réapproprier une bonne idée finalement, mais de l'adapter à ma sauce. Et en fait, j'ai réussi à créer un système de découpage des capots. Je ne l'emboutis pas mes capots moi-même, hein. Dans un métal qui est transparent pour le son, et créer en fait c'est ça la difficulté. Exactement. Alors faut savoir que quand les gens font des micros, 90% des cas, les gens font des micros à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils bobinent, ils écoutent. Et à la fin, c'est-à-dire que s'ils bobinent comme ça et que le lendemain ils bobinent comme ça, le micro n'aura pas forcément le même son. Donc c'est vrai que là c'est l'avantage de peut-être d'une commande numérique qui pourrait te reproduire ton micro plusieurs fois. Il faudra quand même lui apprendre comment on le bobine. Elle ne peut pas te dire ouais je vais t'apprendre moi le bobine. Non. Mais surtout, même les micros ils sont étudiés, ils sont analysés sur un spectrographe, pic de résonance, la fréquence de résonance, voir l'adductance, la résistance, tout ça sont des paramètres en fait qui permettent de proposer le micro plusieurs fois et de ne pas le faire à l'aveuglette. D'accord. Investissement, machine, lecteur, oscilloscope, etc. Ce sont que des beaucoup de recherches avant d'arriver à ce que tu veux. Et moi, mon concept depuis 10 ans, c'est essaye, erreur, recommence. Ouais, et améliore. Et c'est ce que je fais en fait, parce qu'en fait, je ne demande jamais de conseil à personne. Mais par contre, j'ai décidé d'aller encore plus loin. J'ai décidé de commencer à couper mes plaques moi-même. J'ai décidé de graver mes plaques moi-même. J'ai décidé de plaquer mes plaques. Donc là, le plaquage, en fait, c'est une plaque en laiton qui est plaquée en nickel. Ok. J'ai décidé de... Donc tu rajoutes des étapes aux étapes, des étapes. Exactement. J'ai décidé de créer moi-même mes plaques, plaquer et graver mes ondes. De graver mes mécaniques. Je fabrique pas de mécanique. Et donc à chaque fois, pareil, les machines qui vont avec, les matériaux qui vont avec. Donc en fait, le but, c'est d'arriver dans un niveau de personnalisation de la guitare qui va lui permettre de se démarquer par rapport à la concurrence et de choper un truc et de le garder. C'est-à-dire d'avoir le petit truc à toi qui va ajouter peut-être un mojo, dont on parlait tout à l'heure, et de faire que, effectivement, ces grattes, quand tu les prends, t'as déjà envie de les mettre contre toi et de les jouer, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Tu vois que les boutons sont gravés, tu vois que les micros sont gravés, tu vois que la plaque, etc. Tu vois que cette plaque-ci, c'est pas du tout un truc. Là, on peut plus dire, c'est une Fender. Non, là, on se dit, putain, oui, il y a une sacrée inspiration de forme de Jasmin, mais on n'est pas sur une Fender. On a bossé. Ça marche. Bah écoute, tu vas pouvoir nous faire écouter ce petit 19 dont tu nous as ça marche. vendu le mérite. Cool. Et puis bah merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Puis je pense que ce sera pas la dernière fois qu'on se croisera parce que les événements dont tu as parlé, je pense que je vais essayer aussi de les suivre parce que comme tu dis, c'est chouette aussi de se retrouver plein d'artisans. Et moi, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, de voir un petit peu les savoir-faire aussi bien en France qu'en Belgique et de mettre ça en avant plutôt que des fois on va chercher bien loin ce qu'on a à côté de chez nous. Et c'est aussi cette ambiance-là que j'ai bien aimé. C'est de la concurrence mais en même temps dans la bonne humeur, et finalement c'est aussi dans ce type de concurrence que tout le monde s'améliore et cherche à développer et à level up tout ce qu'il fait. Je trouve que c'est une bonne ambiance de travail pour tout le monde. Ouais, moi si je peux ajouter quelque chose, j'ai choisi de répondre positivement à ta demande parce qu'en général je le fais pas. Je reçois pas forcément des youtubeurs et tout ça chez moi, mais je trouvais que ta démarche était vraiment super intéressante et j'aimais bien la candeur de ta démarche, c'est-à-dire que tu le fais vraiment avec ton cœur et des petits moyens, mais au final, le résultat est là. J'ai quand même regardé toutes tes vidéos, je me suis quand même poilé plusieurs fois et je t'encourage à continuer. Bah c'est gentil, c'est important. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, justement à propos de ça, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, franchement ça fait vraiment la différence et ça permet aussi justement de pouvoir aller rencontrer après les artisans, et j'aimerais bien aller aussi un peu plus loin, parfois en France ou même dans d'autres pays, et pour aller au summit et tout ça, et ça pourra éventuellement nous débloquer des fois juste des organisations qui voudront bien nous recevoir ou nous permettre de vlogger ou ce genre de choses. Donc merci pour votre soutien, merci encore beaucoup David, et puis il va nous faire une magnifique démonstration de ce Denso by MS 19. Allez, à la prochaine, salut.
Thank you.